Bonsoir à tous, bienvenue, merci d'être là encore une fois. C'est très très cool de vous retrouver une fois de plus pour Buonasera Calcio. Déjà merci d'être dans le chat, ça a commencé fort ce soir. Effectivement ce soir, comme vous pouvez le voir sur l'écran, on va parler du Napoli. Donc on verra bien ce que vous avez à dire là-dessus. Moi j'ai mon avis, je vais vous le partager comme d'habitude en 30 minutes. Donc voilà, déjà merci d'être là, merci aussi de bien penser si vous avez envie d'avoir toute l'actualité de Buonasera Calcio, les sujets et les heures des chats. Si vous voulez, en fait vous pouvez vous abonner à tous mes réseaux sociaux, donc sur Insta et puis sur Twitter, et puis bien sûr vous abonner à la chaîne. Écoutez, on a déjà commencé à beaucoup parler du Napoli dans le chat. Attention en revanche aux mots qu'on utilise, parce que même l'italien est détecté. Donc si c'est un mot qui est un petit peu déplacé, même en italien, malheureusement, ça va être détecté. Donc voilà. Alors, effectivement, ce soir, on va parler du Napoli. On va les aborder un petit peu sous trois sujets. Les trois sujets, ça va être essentiellement déjà le fond de jeu, donc le niveau de jeu, qu'est-ce qu'on voit, comment est-ce qu'il se situe par rapport à d'autres équipes en Europe. Ça va être ensuite Spalletti. Comment est-ce que Spalletti en est arrivé là, à diriger ce Grande Napoli, on va dire. Et puis ensuite, comment est-ce que je les vois, moi, par rapport à l'Europe. Comment est-ce que je les vois par rapport aux résultats qu'ils peuvent avoir, c'est-à-dire en Serie A et aussi en Coupe d'Europe. Donc déjà, on va commencer par le niveau de jeu. Moi, je suis absolument enchanté par le niveau de jeu du Napoli depuis le début de saison. Honnêtement, c'est vrai que vous savez que j'ai bien sûr dans le cœur un club rouge et noir. Mais si on doit perdre le Scudetto à cause du Napoli, écoutez, en fait, c'est pas grave. Parce que c'est vraiment impressionnant, enthousiasmant, ce qu'ils ont fait encore contre la Juve. Le week-end dernier, c'était complètement dingue. C'était vendredi soir. Moi, j'ai vu un match qui m'a vraiment transcendé. Donc voilà, c'était vraiment top. Et en l'occurrence, il y a même Arrigo Sacchi. Je ne sais pas si vous avez lu cette citation qui dit que en fait, il ne pouvait rien faire d'autre. En tant que supporter du Milan, je lis en même temps les commentaires de Okuto Nojo qui est déchaîné dans le chat. Donc oui, il ne pouvait rien faire d'autre en tant que supporter de football, amateur de football, que de supporter le Napoli. Très honnêtement, c'est ultra enthousiasmant. Et c'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est le mouvement sans ballon. En fait, toutes les grandes équipes, finalement, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais toutes les grandes équipes qui jouent vraiment un football, on va dire, de rêve, entre guillemets, en fait, se reconnaissent par une chose vraiment en particulier, c'est le mouvement sans ballon. C'est vraiment ça qui fait la différence dans le jeu du Napoli de Spalletti, c'est qu'en fait, si vous regardez bien, le porteur de balle a toujours 2 ou 3 options. Et pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de personnes qui bougent autour du porteur de balle. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence dans le jeu du Napoli. En plus du fait que très honnêtement, vous les connaissez peut-être pas, les Lobotka, Zambo Anguissa, des choses comme ça. Enfin, vous les connaissez certainement. Lobotka peut-être un peu moins que Zambo Anguissa parce qu'il a joué à Marseille. Et il allait ensuite passer en Angleterre. Mais ce sont des joueurs qui ont... Et Zelinski aussi, que vous avez certainement... que vous connaissez, et pour ceux qui ont regardé la Coupe du Monde, ont vu avec la Pologne. Alors, c'est pas impressionnant avec la Pologne, mais pourtant, Zelinski, c'est un joueur qui est absolument
incroyable. Et leur milieu de terrain, Lobotka, Anguissa, Zelinski, est d'un niveau stratosphérique, très honnêtement. Ils ont tous une qualité technique vraiment très supérieure à la moyenne. Il y a Anguissa qui a un volume de jeu qui est incroyable, bien supérieur aux deux autres. Lobotka qui nettoie un petit peu tous les ballons derrière, et Zelinski qui a une très bonne qualité de frappe et de passe. Et cette espèce de mix au milieu de terrain fait en sorte que quand en plus devant vous avez Kvaratskhelia, que vous avez Osimhen, et que, alors un coup vous avez Politano, un coup vous avez, comment il s'appelle, Lozano à droite, en fait ça donne un jeu offensif qui est incroyable, parce que Kvaratskhelia, je ne sais pas s'il y a des gens qui ne le connaissaient pas. Moi, je ne le connaissais pas avant le début de saison. Hein. Je peux pas vous dire que j'ai inventé je ne sais pas quoi. Je ne le connaissais absolument pas ça. Mais honnêtement, Kvaratskhelia, là, ils l'ont recruté au Rubin Kazan. Avant, il venait de Géorgie. Le Rubin Kazan l'avait recruté de Géorgie. C'est un niveau, je veux dire, honnêtement, dans les ailiers, je pense qu'il a été catapulté instantanément dans le top 5 des ailiers du monde, en fait. Je sais pas, des ailiers gauche. Je sais pas si vous vous rendez compte le niveau qu'il a, technique. Donc voilà, donc c'est vraiment impressionnant. Osimhen donne toujours autant de profondeur. Et c'est vraiment très très impressionnant à avoir joué. Après, derrière, ils ont une défense qui est cohérente, mais c'est clair que le Napoli n'est pas une équipe qui aime subir. Leur défense est plutôt solide dans l'axe. Les défenseurs latéraux sont pas fantastiques, mais ils font le job, en tous les cas défensivement. Donc voilà, ça suffit largement la défense, parce que la majorité du temps, ils ont le ballon et ils vous font subir des vagues et des vagues. Et c'est pas de la possession stérile, c'est de la possession très très directe. Donc voilà, vraiment, moi en tous les cas, ce jeu m'enthousiasme. Et en Europe, si je dois dire un petit peu ce que je pense du niveau du Napoli par rapport à l'Europe en ce moment, que je regarde dans le foot, en fait, excepté Arsenal, je vois pas grand monde qui peut arriver au niveau du Napoli, avec l'intensité, la qualité technique, la lucidité, l'impact qu'ils mettent, parce que c'est vraiment pas stérile leur possession. En fait, ils n'ont pas forcément une possession débordante, c'est-à-dire c'est pas une équipe qui va avoir 80% de balles. En revanche, quand ils ont la balle, ils vous font ultra mal. Donc c'est vraiment top, et ils ont la balle quasi tout le temps. Donc ils peuvent vous faire mal tout le temps. On l'a vu contre la Juve, ils en prennent 5, ils peuvent en prendre 9. Hein. C'est la même histoire. Hein. C'est incroyablement violent ce qu'ils vous font subir en fait. Alors, dans cette saison, il y a l'Ajax qui l'a subi, hein, ils ont pris 6-1. Il y a Liverpool qui l'a subi, hein, ils ont pris 4-1. Donc c'est pas comme si en plus ils l'avaient fait qu'en Italie. Parce que peut-être que vous doutez du niveau du championnat d'Italie, même si ça fait des années et des années que je vous dis que c'est le meilleur du monde. Bon ok, j'exagère un peu, mais en tous les cas que c'est un championnat qui devient de mieux en mieux. Donc voilà. Alors je fais un petit point sur les commentaires pour voir un petit peu ce que vous pensez déjà du début. Tac. Donc il vient de quel club Spalletti, AS Rome. Voilà, il a entraîné en Russie aussi, mais on va parler un petit peu du chemin de Spalletti, d'où il vient et quels étaient les problèmes qu'il a pu rencontrer et comment ça a été réglé. C'est quoi la formation à Naples? Il joue en 4-3-3, hein, Joël. Moi qui supporte Marseille en Ligue 1, je pensais pas du tout qu'Anguissa aurait ce niveau-là. Et alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Zambo Anguissa, quand je l'ai vu débarquer au Napoli, la seule chose que je connaissais de lui, excepté son passage à Marseille que j'avais vu, où je ne l'avais pas trouvé excellent, mais c'était son transfert à 30 millions d'euros, où on s'est foutu de la gueule du club anglais qui l'a recruté pendant 1 an à peu près. Et quand il a été transféré à Naples, mais très rapidement, hein, il est devenu indispensable au milieu de terrain. Mais vraiment. C'est-à-dire que vraiment, ça a été instantané. Donc voilà. Donc effectivement, Zambo Anguissa, Spalletti a réussi à le transformer, ou plus exactement, peut-être, à exploiter son potentiel. Donc voilà. Vraiment, voilà. Il y a beaucoup de clubs en Ligue 1, Serie A et Bundesliga. Sagnol, oui.
Effectivement, tu as tout à fait raison. Forza Youth dit que Willy Sagnol, sélectionneur de la Géorgie, effectivement depuis quelques années maintenant, 3 ans je crois, 3 ou 4 ans, avait proposé Kvaratskhelia à énormément de clubs de Ligue 1. Et effectivement aussi en Serie A, en Bundesliga, personne n'en avait voulu. Et le Napoli, lui, l'a accepté. Alors pas sur présentation de Willy Sagnol, mais ils ont des scouts. En fait, si vous regardez, de toute façon, le Napoli ne fait pas de gros recrutements. Alors oui, ok, il y a l'histoire Osimhen où on ne sait jamais s'ils valent vraiment 50 millions d'euros ou pas, 80 millions d'euros ou pas, comment est-ce que ça a été construit ce transfert. Mais excepté Osimhen, il n'y a pas de gros transfert au Napoli. En revanche, la cellule de recrutement travaille incroyablement bien parce que ce qu'ils ont construit comme groupe au fil des années est incroyable. Gvarache, il est dingue, mais j'espère que c'est pas un épiphénomène. Non, je pense pas. Je pense pas. Effectivement, alors c'est un autre sujet, mais le club anglais c'était Fulham pour Zambo-Anguissa. Merci beaucoup Forza Youth. Et Marseille, ça commence à produire du beau jeu aussi. Absolument, on en a pas. Enfin, j'en avais parlé avec. Chris, je ne sais pas si vous connaissez Chris de la 93e. En l'occurrence, Chris, il m'avait demandé un petit peu ce que je pensais de leur nouvel entraîneur. J'avais dit que c'était un très bon entraîneur qui a entraîné l'Hellas Vérone l'année dernière, qui avait fait de très très bonnes prestations, mais en revanche, c'est un entraîneur qui est très très exigeant. Hein. Il a passé 11 ans, je crois, à la Juve. Et à la Juve de la grande époque, la Juve où effectivement les préparations physiques c'était pas de la rigolade. Et d'ailleurs il demande énormément d'efforts à son équipe. Alors je change un petit peu de sujet. Au début d'ailleurs ça a été très très mal pris. Hein. Il y a eu une espèce de fronde, ils étaient nuls en matchs amicaux. Et puis après, ils ont compris qu'en fait, travailler très dur physiquement, ça donnait des résultats. Et d'ailleurs, on le voit, effectivement, les résultats de Marseille sont plutôt bons. Et en plus, c'est assez enthousiasmant à regarder. C'est un jeu très vertical. Ok, c'est de la transition. C'est plutôt une équipe qui attend, on va dire. Quand elle rencontre un gros, elle n'est pas là pour dominer le jeu. Donc voilà, mais franchement, c'est plutôt agréable. Oui, donc le niveau de jeu de Naples pour l'instant, moi excepté Arsenal, j'ai pas vu au-dessus pour l'instant. Le Bayern c'est pas du tout fluide en ce moment. Dortmund j'en parle pas. Les autres clubs type Eintracht Francfort, Leipzig, etc. Ils m'impressionnent pas. En Angleterre, excepté Arsenal, Manchester City c'est quand même moins fluide que d'habitude. D'ailleurs on le voit dans leurs résultats. Hein. C'est pas aussi impressionnant que ça. Liverpool j'en parle pas. Ils sont 8e de Premier League. Chelsea j'en parle pas. Manchester United, je pense pas qu'on en est là. Ils sont en train gentiment de se redresser, mais bon, c'est pas fantastique. Donc voilà. Et en Espagne, il y a le Barça aussi, dit Forza Youth. Je trouve pas que ce soit impressionnant le niveau de jeu depuis le début de saison du Barça. Alors ok, hier ils ont mis une rouste au Real. C'est ça, je sais pas si c'était hier ou avant-hier. En Supercoupe, ils ont gagné 3-1. Mais j'ai jamais été impressionné depuis le début de saison. Et pourtant, Dieu sait que j'ai regardé des matchs du Barça parce que j'étais intéressé de comprendre le renouveau du Barça, les leviers financiers, bref, et toute l'histoire, un petit peu toute la mascarade qu'il y a autour du Barça. Je voulais un petit peu voir ce que ça donnait et je trouvais que ça prenait pas en fait. Donc oui, de temps en temps ça prend, mais finalement on a vu ce que ça a donné en Ligue des Champions. Je pense qu'une équipe comme l'Inter les a très 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 fortement perturbés. Le Bayern, j'en parle même pas. Donc c'est bien, ça joue bien peut-être en Espagne, mais maintenant sur le niveau européen c'est pas terrible. Alors que le Napoli c'est quand même plutôt l'inverse. Donc en Espagne, ok, Real c'est un peu une équipe, on sait jamais, elle est énigmatique cette équipe. Depuis le début de saison, ils ont des très bons résultats, puis là ils ont eu un trou, et puis tu sais jamais ce que ça va donner au mois de février. Si ça se trouve, ils vont gagner la Ligue des Champions. Donc moi j'arrive pas à analyser le niveau de jeu du Real. Je suis désolé, j'aimerais beaucoup, mais ce qu'ils ont fait l'année dernière est absolument pas logique pour moi. Donc voilà, vraiment c'est pas compréhensible. Une très bonne question de Joël dans les commentaires. Est-ce que le gardien de Naples, Meret, est à la hauteur des objectifs de Naples ? Alors oui, très honnêtement, je vais même te dire quelque chose. Personnellement, je pense que Meret devrait maintenant être titulaire en équipe d'Italie à la place de Donnarumma. Alors, je dis pas ça pour un amour déçu, parce que je suis tellement content d'avoir récupéré Maignan que j'en ai rien à foutre de Donnarumma. Mais en l'occurrence, je crois sincèrement que Meret, dans les gardiens italiens, est au-dessus de Donnarumma maintenant. Meret a un meilleur jeu au pied. Sur sa ligne, il est
quasi au même niveau. C'est vrai que Gigio, c'est très impressionnant sur sa ligne, mais dans les sorties aériennes, Meret est beaucoup plus fort. Gigio est vraiment limité dans les sorties aériennes. Un coup c'est bien, un coup c'est vraiment pas très bien. Il a quel âge Meret? Alors, je pourrais tout à fait te répondre, mais il faudrait que je fasse une recherche. Mais je pense qu'il arrive au summum, c'est-à-dire du style 28 ans. Il faudrait vérifier si vous avez 2 minutes pour vérifier. Mais je pense qu'il a 28 ans. Donc voilà, je pourrais pas être sûr, mais je pense qu'il a 28 ans. Donc je pense sincèrement que Meret devrait être le titulaire en équipe d'Italie. Je le trouve beaucoup plus serein. En plus, il travaille dans une grande équipe et il fait des arrêts 25 ans. Bah, c'est encore mieux, tu vois. Donc faut surtout pas hésiter à le mettre titulaire en équipe d'Italie. En fait, Meret, ça fait très longtemps que je le vois. C'est un peu comme Donnarumma, mais Meret, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus vieux parce que j'ai l'impression que ça fait très longtemps que je le vois en deuxième gardien à la Juve, en premier gardien, je crois, à l'Udinese au début. Donc voilà. Salut Chris, merci de venir, c'est gentil. On a parlé de l'OM juste avant. Bref, donc oui, effectivement, je pense sincèrement que Meret est bien au niveau des attentes du Napoli. Là, les arrêts qu'il a fait, par exemple, contre la Juve, ok, d'accord, il prend un but, mais bon, c'est un but un peu gag, où Rarmani remet... Enfin, essaye d'arrêter la balle, ça lui passe entre les jambes, enfin bref, c'est un peu n'importe quoi. Et on a bien vu que la Juve a marqué un but par hasard, mais bon, il fait un arrêt absolument incroyable sur un CSC qui était quasi dedans. Non, Meret est un bon goal, hein. Franchement, c'est un bon goal. C'est pas le top niveau mondial, hein, on est bien d'accord, hein, je suis pas en train de dire ça, mais c'est plutôt un bon goal. Donc voilà. Ça, c'est un petit peu pour ma vision du niveau du Napoli. Je pense sincèrement que c'est les deux équipes qui me font le plus vibrer avec Arsenal. Donc, on en a parlé en plus jeudi dernier. Et c'est pas parce que j'ai parlé d'Arsenal que je parle du Naples maintenant, mais c'est plus lié aux résultats un petit peu extraordinaires que le Napoli a fait contre la Juve. Donc voilà, vraiment le très très haut niveau, ce qui s'est passé vendredi, d'une équipe qui sortait de 8 matchs en défaite. Alors bon, il y a eu 8 matchs 1-0, qui n'avait encaissé aucun but en 8 matchs et qu'on a pris 5 en un soir. Donc voilà, c'est la fête. Hein. Je pense que Allegri, j'espère, va se demander comment est-ce qu'on en est arrivé là. Oui, à part Di Maria, c'était très pauvre la Juve. Ça, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Mais c'était très pauvre parce qu'en fait... Bon, alors... Il faut dire que même contre l'Udinese ou contre la Salernitana, c'est très pauvre. Hein. Ils ont tous gagné leur dernier match, je crois que c'était que des 1-0. Donc voilà, donc effectivement, de toute façon, c'est quand même pas fantastique. Souvent à la 92e ou à la 93e minute, donc effectivement, c'est pas des matchs qui sont vraiment maîtrisés. Mais ça a remis l'église au milieu du village, ça a remis les pendules à l'heure. Je vais pas en sortir une troisième expression toute faite, mais au moins on sait que c'était un hasard en fait. C'est juste parce qu'ils croisaient des petites équipes et pas parce que réellement ils ont un niveau. Donc voilà, ça c'est un petit peu le niveau du Napoli. Alors maintenant, on va se pencher un petit peu sur Spalletti. Spalletti, il a eu des expériences. Alors effectivement, c'est un enfant de l'AS Roma, on va dire, Spalletti, mais il n'a pas eu que des bonnes expériences avant d'arriver au Napoli. Effectivement, il a entraîné essentiellement l'AS Roma et l'Inter. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il a quelque chose, Spalletti, c'est que très souvent avec ses équipes, il termine dans les qualifications en Ligue des Champions. Mais il n'avait jamais rien gagné. Et jusque-là, il n'a jamais rien gagné. En tous les cas, aucun Scudetto. Et pourtant, il a eu des très bonnes équipes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces équipes de la Roma dans les années 2000 et 2010. C'était des équipes qui jouaient très très bien. Je pense que Réveillère s'en souvient encore. Hein. Il s'est fait perturber suffisamment fort par Mancini. Donc ces équipes jouaient extrêmement bien, mais n'arrivaient pas à vraiment franchir ce cap qui pouvait leur faire gagner un Scudetto, gagner une Coupe d'Europe, etc. Ils étaient souvent pas loin. Très souvent, ils ont terminé deuxième du championnat. Quand il a repris l'Inter, c'est la même chose. Je crois qu'il termine deuxième du championnat ou troisième. En tous les cas, ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Donc il fait le job, on va dire, en termes financier et de classement, mais il ne gagne pas. Et il a ensuite, après l'Inter, il revient à la Roma, ça se passe mal, et ensuite il va en Russie. Et en Russie, bon, il a des résultats, mais il y va essentiellement pour le projet sportif, entre guillemets, hein, donc pour le chèque.
Donc c'est vraiment... il n'a pas des résultats fantastiques, quoi. Il gagne rien de particulier. Je ne sais pas, peut-être qu'il est champion, mais en tous les cas, bon, le championnat russe, ça laisse pas dans les tablettes du football mondial une trace indélébile. Et je ne pense pas qu'il soit champion de Russie, d'ailleurs. Donc, il revient finalement en Europe et il se retrouve au Napoli. Et là, en fait, on ne sait pas pourquoi, ou plus exactement, moi j'ai une idée de pourquoi. Ça fonctionne. On a l'impression que ces 20 ans de coach sont arrivés à maturité. Et effectivement, là, il donne sa plénitude avec ce Napoli complètement dingue, avec des joueurs qu'on ne connaît pas, un niveau de jeu absolument stratosphérique, et on se dit, mais comment ça se fait? Enfin, moi, personnellement, je me suis demandé, mais comment ça se fait que Spalletti arrive à emmener cette équipe à ce niveau-là, en fait? C'est bizarre. Et en fait, ce qui diffère entre le Napoli et toutes les autres équipes qu'il a eues, et je vais mettre le club russe, parce que je crois que c'était le Zénith Saint-Pétersbourg, le club russe qu'il a eu, en l'occurrence, ce qui diffère entre ces équipes, c'est que à la Roma et à l'Inter, il avait des grosses stars. Et il y a un truc que Spalletti n'arrive pas à faire, c'est se mettre en retrait par rapport aux joueurs. Spalletti, il a un ego surdimensionné. Réellement, hein. Il est vraiment... ça doit être lui le centre de l'attention. Il adore les bonnes phrases en conf de presse. Très souvent, il les sort. Il sait que ça va mettre le feu, mais c'est pas grave, il les sort quand même. Il s'est pris la tête avec à peu près toutes les grosses stars qu'il avait dans son équipe, avec Icardi quand il était à l'Inter. Et surtout, il a géré absolument de façon catastrophique la sortie de Totti, l'enfant de l'AS Roma. Enfin, même pas l'enfant, en fait, le dieu de Rome. Et en fait, il ne l'a pas fait jouer lors de sa dernière saison. Et pire que ça, pour son dernier match, il ne le fait même pas démarrer titulaire. Il ne le fait rentrer, je crois, qu'en fin de match. Et c'est un scandale absolu à Rome. Et en fait, il s'est pris la tête très très fort avec Totti. Il s'est pris la tête très très fort avec les grosses têtes de l'Inter. Et c'est un peu ça qui, à chaque fois, fait capoter les projets de jeu. Parce que à chaque fois, ces équipes, finalement, jouent plutôt bien. Mais il y a une DLC à ça. Et le but du jeu, enfin, ce qui empêche effectivement ces équipes d'aller plus loin, c'est qu'en fait, Spalletti ne supporte pas de ne pas avoir la pleine lumière. Alors là, au Napoli, en fait, finalement, il n'y a aucune star. Zambo Anguissa, Lobotka, Zelinski, Osimhen, Kvaratskhelia, Lozano ou Politano, c'est pas des stars. Osimhen, c'est un bon joueur. Kvaratskhelia, on le connaît depuis 6 mois. Au milieu, Zelinski, Anguissa et Lobotka, c'est pas des stars. Meret, c'est pas une star. Rui Patricio, c'est pas une star, etc., etc. Et ce qui fait qu'il arrive à les faire plier et à leur faire jouer exactement le jeu qu'ils veulent, déjà la première chose. Et enfin, finalement, la lumière, elle est en permanence sur lui. En conférence de presse, tout le monde veut parler à Spalletti. Personne ne veut parler à Lobotka, en fait. Même si Lobotka a un niveau stratosphérique en ce moment. Oui, Kvaratskhelia, le phénomène Kvaratskhelia commence à prendre un petit peu de Joël, il veut pas lâcher l'affaire avec Sirigu. Non, mais en fait, Sirigu, il est très gentil et c'est bien. Je pense que c'est un bonhomme de vestiaire. On l'a vu avec l'Italie à l'Euro 2021. Mais c'est Sirigu, donc c'est pas une star non plus. Donc voilà, c'est... Ouais, c'est ça. T'as raison, Forza Juve, c'est un peu un Ranieri bis niveau le palmarès Spalletti. Ce n'est que Spalletti, Ranieri, il a quand même gagné la première ligue avec Leicester. Donc, effectivement, finalement, ce que Spalletti est en train de faire, c'est un peu gagner la Serie A avec Leicester. Parce que le Napoli, il faut savoir, alors ok, le Napoli a peut-être un palmarès un peu plus évolué que Leicester, mais le palmarès du Napoli, c'est 2 Scudetti pour l'instant. Donc 2 Scudetti, voilà. Ils vont en gagner peut-être un. Je leur souhaite plus ou moins. Non, je leur souhaite parce que c'est vraiment une super équipe. Mais effectivement, ils vont en gagner un 3e. C'est pas non plus une équipe qui est programmée pour gagner. Le dernier qu'ils ont gagné, c'est en 1990. Donc bon, c'est pas comme si ça arrivait tous les 36 du mois. Tous les premiers du mois, pardon. Donc effectivement, voilà, Spalletti va probablement gagner la Serie A avec le Napoli, et c'est un petit peu, effectivement, tu as tout à fait raison, un parcours à la Ranieri qui, en fin de carrière, a finalement gagné avec une équipe
qui était inattendu, dans un championnat inattendu. Le banc est pas mal aussi. Joël parle de Raspadori et Simeone, c'est quand même hyper bien comme recrutement, alors qu'ils avaient un banc bien fourni déjà. Ouais, et puis il y a Ndombele, faut pas oublier, au milieu de terrain, qui joue pas beaucoup, mais quand il rentre, est la bonne version du Ndombele. Donc c'est pareil, il a réussi à le cadrer, je sais pas comment il a fait, mais parce que Ndombele c'est une énigme hein, pour moi. Donc voilà. Non, c'est plutôt bien. Après, très honnêtement, le banc du Napoli, c'est quand même pas foufou. Ok, ils ont Lozano, Raspadori, Simeone en attaque. C'est pas mal, mais c'est quand même pas trois cadors. Et puis, au milieu de terrain, ils vont avoir Ndombele qui va pouvoir un petit peu dépanner. Et puis, en défense centrale, en revanche, bon oui, il y a Kim, il y a Rarmani, il y a... Bon, ça va, il y a deux, trois joueurs en défense qui sont pas mauvais, mais c'est pas un effectif XXL où on se dit tous les postes sont doublés, etc. Pas vraiment. Donc voilà. Alors, après le point noir pour moi, vont-ils réussir à enchaîner Ligue des Champions et conquête du Scudetto? Et ben voilà, merci beaucoup pour la transition, parce qu'il nous reste 5 minutes, et je voulais vraiment justement me demander, qu'on se demande tous ensemble, mais jusqu'où, et c'est pour ça que j'ai nommé, j'ai appelé ce sujet comme ça, le Napoli jusqu'où le Napoli peut-il y aller? Juan Jesus, ouais. Jean Jesus. Oui, Juan Jesus aussi. Donc, jusqu'où peut aller le Napoli? Effectivement, il y a... Moi, très honnêtement, en Europe, depuis le début je vous l'ai dit, il n'y a personne qui m'a impressionné plus. Mais même en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, les matchs du Napoli contre Liverpool aller-retour et contre l'Ajax aller-retour, qui ne sont pas les premiers venus, m'ont très, très, très impressionné. Vraiment. C'était pour moi, là j'ai été absolument surpris et stupéfait de ce qu'ils ont fait à des équipes qui sont rompues à la Ligue des Champions. Le Napoli en plus n'avait pas participé à la Ligue des Champions précédente, je crois. Donc c'est pas non plus un groupe qui est là en permanence en Ligue des Champions et qui sait absolument comment ça se passe. Donc non, vraiment c'était, j'ai été absolument conquis par ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions. Et en l'occurrence, si tout reste comme ça, maintenant, le niveau qu'ils ont, le niveau qu'ont les autres, etc., honnêtement, au niveau football, ils peuvent gagner la Ligue des Champions. Je sais, je dis un truc complètement dingue, mais en fait, au niveau football, ils peuvent la gagner. Et c'est exactement pareil pour le Scudetto. Au niveau football, ils peuvent la gagner, ils doivent la gagner, ils ont 9 points d'avance sur le Milan, bien entendu que, en théorie, ils doivent gagner. Maintenant, Naples, c'est une ville absolument particulière. Il y a une ambiance complètement folle. Les tifosi sont complètement dingues. En ce moment, ils sont complètement dingues. Mais quand on va arriver à 10 journées de la fin, là, on va savoir ce que c'est que la folie du Vésuve napolitain. Et est-ce que le surplus d'émotions que vont transmettre les tifosi napolitains, le Napoli va réussir à le transmettre, en fait, à l'absorber et à en faire quelque chose de positif? Je ne sais pas. Parce que ce groupe-là, cet entraîneur-là, ce club-là, personne n'est fait pour gagner. Contrairement à un club comme Milan qui, oui, ok, n'a pas gagné depuis longtemps, mais les institutions savent gagner. Le directeur sportif a multiplement gagné. Tout le monde dans le club a gagné des Ligues des Champions, des championnats, des coupes, des super coupes d'Europe, tout ce qui était possible de gagner, Milan l'a gagné. Et donc, ils savent comment gérer ça. Tout le monde sait, jusqu'à l'intendant, comment gérer la gagne, en fait. Ok, on ne le faisait plus, mais ils savent comment le faire. Je prends le cas de Milan, mais la Juve, c'est la même chose. Quand ils se retrouvent dans la position, à 10 journées de la fin, d'être premier du championnat, t'es sûr que tu les revois pas, parce qu'ils savent comment gérer ces moments-là. Le Napoli sait absolument pas comment gérer ces moments-là, ni l'encadrement, ni le club, l'institution, la società, comme on dit en Italie, ni les joueurs. Il n'y a aucun joueur qui a gagné, en fait. Si vous prenez tout ce groupe-là, aucun joueur n'a gagné. C'était la même chose c'est même pas la même chose pour le Milan, j'allais dire c'était la même chose pour le Milan, mais c'est pas vrai parce qu'on avait Ibrahimovic, on avait Simon Kjær, on avait Mike Maignan, tous ces gens-là avaient déjà gagné des championnats. Donc vraiment, c'est une nouveauté pour le Napoli, donc ça c'est le petit bémol que je pourrais mettre pour le Scudetto. Et c'est exactement la même chose pour l'Europe. L'Europe, c'est bien beau, mais Naples a gagné une seule Coupe d'Europe, c'était la Coupe UEFA, qui était une coupe très très difficile dans les années 90 parce que
à l'époque, en Ligue des Champions, il n'y avait que le premier qui se qualifiait, et ensuite tous les autres étaient reversés en Coupe de l'UEFA. Donc ça voulait dire que tu avais le deuxième, le troisième, le quatrième de chaque championnat, et en particulier du championnat d'Italie, qui était le meilleur championnat du monde à l'époque. Et donc c'était un niveau ultra élevé. Donc gagner la Coupe de l'UEFA, c'était limite plus difficile que gagner la C1 à l'époque, parce que la C1, tu avais le champion roumain, tu avais le champion, espagnol, italien, etc. Mais tu avais aussi le champion de petits pays comme l'Écosse, tu vois. Et donc, effectivement, les niveaux des clubs, en fait, finalement, avaient beaucoup plus de densité dans la C3 que dans la C1. Donc, c'est le Napoli a gagné donc dans les années fin des années 90, c'est en 90 je crois qu'il gagne la C3 et depuis ils n'ont jamais gagné. Donc je pense qu'il n'y a personne dans l'environnement du club qui sait comment gagner une Ligue des Champions. Donc et encore moins une Coupe d'Europe, et encore moins une Ligue des Champions. Donc voilà, il y a le niveau tactique, il y a le niveau technique, il y a le niveau physique de cette équipe qui est impressionnant, et puis à côté, il y a le mental. Et ça, ce mental-là, moi je ne sais absolument pas comment Spalletti, comment les joueurs et comment la Società va réussir à gérer tout ça. Donc ce sera juste le petit bémol, mais intrinsèquement, ils peuvent gagner avec des champions. Honnêtement, il n'y a personne qui m'a impressionné plus que le Napoli depuis le début de saison. Vous allez dire que je suis fou, mais c'est la vérité. Enfin, je sais pas, posez-vous la question et dites-moi quoi. Alors, je vais faire un petit point. Souvent, Naples s'écroule ces derniers temps en fin de saison. C'est absolument ça dont je parle. Lors des derniers championnats, ce qui est sûr, si Spalletti gagne le Scudetto, la statue directe. Ah oui, ça c'est clair. Je crois même qu'il renomme le stade. Non, je rigole, mais limite. Et les joueurs aussi, t'as pas de taulier aussi. Ça c'est clair. Il n'y a pas vraiment de taulier sur le terrain qui peut rassurer tout le monde. Il y en a, mais voilà, c'est pas fou. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Écoutez, il est 19h. Voilà, ça fait 30 minutes qu'on parle un petit peu du Napoli. N'hésitez pas, salut Kifkoni, salut Kevin, c'est gentil de passer. Si tu veux le revoir le live, n'hésite pas, ce sera dans 2 minutes. Donc je vous ai donné mon avis sur le Napoli, au niveau de leur niveau de jeu, au niveau de leur entraîneur, et puis au niveau de où est-ce qu'ils peuvent aller, qu'est-ce qu'ils peuvent gagner, et où est-ce que ça peut bloquer un petit peu. Donc voilà, on verra bien. J'ai hâte en tous les cas de suivre cette saison de Serie A qui est palpitante et qui pour l'instant est écrasée par le Napoli, mais bon, pour combien de temps ? Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Twitch, bien entendu, mais aussi sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Et puis, bien sûr, vous pouvez me réécouter en podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, bref, Buonasera Calcio, vous le tapez et vous allez le trouver sur n'importe quelle plateforme de podcast. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir été là, franchement, super soirée, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis, ciao les gars, à jeudi, salut.